Dans cette seconde vidéo, je vais développer le point A, c'est-à-dire les connaissances et les compétences pour, à mon avis, acquérir une posture de passeur. Je vais donc décrire ma carte du monde de ces connaissances et des compétences à développer pour les animateurs, pour les intervenants, pour tous, car en fait, c'est un chemin de vie et puis il va y avoir d'autres possibles. Je ne fais que témoigner de mes propres approches dans cette posture de passeur. D'abord, il faudrait définir cette posture de passeur. Le passeur peut intégrer les différentes postures d'enseignant, de formateur, d'éducateur, d'accompagnant, de capacité d'écoute, de tutorage et aussi de témoignage. C'était pour moi un chemin important que dès le départ de ma retraite, je suis rentré dans une logique de transmission et au bout de 10 ans, j'en suis là maintenant où j'ai sensiblement changé de cap en disant que je ne cherche plus à transmettre en ayant un projet quelque part sur les autres, mais plutôt à témoigner ce que j'ai envie de partager, de dire. Et ce changement de posture rentre, dans mon sens, dans celle de passeur, c'est-à-dire être plus éloigné qu'un formateur, qu'un éducateur, à transmettre un projet sur l'autre, en définitive. Alors, le passeur peut aussi intégrer cette posture d'élève, d'étudiant, d'autodidacte que j'ai été constamment durant ma vie professionnelle. Et j'ai même commencé déjà au lycée à apprendre par moi-même en dehors des champs qui étaient officiels dans le système éducatif. Et puis, en dernier, cette posture de chercheur, projet de poursuite finalement, de faire de la recherche dans ce que durant ma vie professionnelle, je n'ai pas eu assez de temps pour approfondir. Et par exemple, je me suis lancé dans les neurosciences depuis une dizaine d'années, d'intégrateur de savoir, c'est-à-dire que, par exemple, dans les neurosciences, je vais chercher des MOOC au Collège de France, mais aussi beaucoup de conférences, de séminaires qui me permettent d'acquérir des bases que je vais pouvoir condenser et proposer à des étudiants qui n'ont pas fait ce chemin-là. Et donc, ce travail d'intégration, qu'on pourrait aussi dire de vulgarisation ou de simplification, d'aller à l'essentiel, de donner des lignes directrices, de donner envie de faire, de condenseur et de transmetteur de connaissances, s'effectue sous plusieurs formes, orales, écrites, vidéo et en présentiel évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des contradictions entre l'idée de transmettre des savoirs qui ne sont pas les miens, mais que je suis allé chercher, et celle de passeur? C'est un questionnement. Pour moi, ce chemin de passeur m'éloigne d'un projet sur l'autre et me conduit plutôt à témoigner, mais surtout aussi être en écoute de ce qu'attend l'autre et pour lui apporter ce qu'il cherche. Ainsi, chaque personne peut simultanément être considérée comme un apprenant, un chercheur, un possesseur de connaissances et de compétences, un autodidacte, qu'il soit participant ou animateur d'une formation au sens large. Je suis donc très sensible au fait qu'il n'y a pas un professeur et des élèves, mais qu'il y a des adultes qui cherchent à progresser ensemble et chacun peut être en avance sur un segment et en retard sur un autre. Peu importe là où nous en sommes chacun, mais nous pouvons partager nos pratiques, faire une analyse de nos pratiques.
La posture de passeur, pas de pasteur évidemment, est une posture de vie, un chemin de vie sans cesse à questionner et à développer, comme la capacité d'écoute, par exemple. Les mots-clés sont écoute, attention, rencontre, étude, hybridation, nomade intellectuel, recherche, curiosité. S'engager dans un cheminement pour devenir passeur s'inscrit dans les logiques d'auto-organisation apprenante, nous y reviendrons dans la partie suivante, des séminaires exploratoires de recherche-action, d'arpentage et du principe d'apprendre ensemble, qui est une façon de revisiter les réseaux d'échanges réciproques de savoir dans lesquels je me suis impliqué un certain nombre d'années. Le deuxième point, c'est la dimension psychosociologique des apprentissages. Alors, je reviens sur ces mots-clés. Écoute, intuition, rencontre, posture des dents, pédagogie, andragogie, récit de vie, partage d'expérience, posture de témoignage versus posture de transmission des savoirs. Alors, il y a des liens et un historique dans le chemin de vie. Au niveau de la rencontre, j'ai beaucoup travaillé sur cette question à la chimère citoyenne, avec les arts de l'attention du professeur Yves Citon. J'ai beaucoup développé l'écoute. Ça, c'est un chemin de vie très long. J'ai commencé l'écoute dans les années 85-86 et je n'ai jamais fini. Alors, ce que vous voyez donc, ces liens, eh bien, vous permettent d'accéder à un certain nombre d'écrits ou de vidéos ou de présentations PowerPoint que j'ai réalisées sur ces différents domaines. Récemment, je viens de terminer un livre sur l'intuition, la face cachée de l'intuition. J'ai aussi terminé le livre, mais il y a déjà un an, La posture des dents, technique d'accompagnement. Le passeur, je l'ai découvert ce terme dans le cadre des rencontres imaginaires et la biennale Art Sciences qui se trouve au théâtre de l'Hexagone à Milan. J'ai suivi pendant une dizaine d'années. Il y a aussi les réseaux de récits, c'est-à-dire réseau d'écoles de citoyens. Intuition, apprentissage, posture de recherche, il faut encore aller chercher dans l'école de Freinet ce principe, cette théorisation qui a bercé, je dirais, tout mon passage en sixième, de la sixième à la seconde. Et puis, évidemment, la rencontre avec la méthode de Edgar-Morin que j'ai suivie pas à pas, des travaux sur la représentation mentale, sur la mémorisation et la remémoration à long terme. Donc voilà un certain nombre d'éléments qui marquent mon chemin et qui enracinent ce terme de passeur. Alors, nous sommes aussi dans un univers technologique très prégnant du numérique et j'ai fait un long chemin dans le numérique. Dès 82, j'ai intégré Hewlett-Packard, la notion de PC, d'Office, Microsoft Office, de PowerPoint, pas à pas. J'ai travaillé avec des diaporamas, puis des vidéos, montage de vidéos et des outils connexes, comme tout ce qui traite la voix, la photographie. Ensuite, j'ai découvert les livres numériques et l'auto-édition. Et j'écris en moyenne depuis une dizaine d'années un livre par année. Ensuite, j'ai découvert les blogs, les plateformes et les interactions, les logiciels libres comme Prezi, qui est une autre approche que PowerPoint, qui ressemble beaucoup plus à Google Earth, Framapad aussi. Et Framapad, c'est l'équivalent de ce que j'utilise aujourd'hui avec Google Doc. Baliec. Alors, Baliec, c'est un sigle qui caractérise ce que j'ai essayé de mettre en œuvre, c'est-à-dire un ensemble de blogs
d'articles, de livres numériques, mais aussi papier, qui sont constamment en interaction et en évolution continue. Et cette notion d'évolution continue me permet de considérer que les livres, entre autres, ou les articles, mais surtout les livres, ce sont des photos dans l'instant et que chaque année, je peux faire évoluer ou reprendre un thème. Ensuite, l'autre étape, c'est le stockage des données. J'utilise Google Drive, Dropbox, YouTube, lulu.com en termes d'archivage des livres numériques. Et c'est assez délicat de bien gérer cet ensemble de sauvegardes qui dépend essentiellement de la nature des objets. Donc, les vidéos, c'est sur YouTube. Dropbox, c'est surtout des PowerPoint. Et dans Google Drive, il y a beaucoup d'écrits, peu de photos, et j'essaye d'optimiser tout ce qui m'est donné gratuitement pour ne pas avoir à financer ces services. Enfin, j'ai découvert cette année Zoom et Jitsi, l'équivalent, soit dans le cadre de formation, de conférences, de formations que j'ai animées, de formations que j'ai reçues, de conférences que j'ai reçues, et même pendant une bonne dizaine de séances, un atelier de philosophie avec une douzaine de participants. J'ai fait l'accompagnement individuel. J'ai créé des supports pédagogiques avec Zoom, avec Jitsi Meet, et ce pour une approche en distanciel, en hybride, en inversé, décalé, en co-construction et en archivage. Tout ceci mérite évidemment des développements, mais donc je considère que aujourd'hui comme hier, nous sommes et nous devons être en veille continuelle de ce qui peut nous apporter des plus. Le numérique, c'est quelque chose qui fait partie de l'humain aujourd'hui et nous allons y revenir un petit peu plus loin. La quatrième dimension, donc j'ai travaillé beaucoup depuis 10 ans dans les neurosciences, à soit recevoir, participer des chercheurs dans le Neurocercle, qui est un groupe, une association depuis une année, de retraités qui travaillent sur ces questions. Et puis j'ai aussi produit, donc animé des séances. Donc j'ai réalisé un certain nombre de vidéos concernant l'introduction et une synthèse de ce que j'ai appris en 10 ans dans les neurosciences. J'ai aussi travaillé sur le cerveau attentif à partir des travaux en particulier de le nom m'échappe, mais c'est il reviendra. L'intuition, l'introduction à l'épigénétique, et puis l'homme glial, c'est le dernier travail que j'ai réalisé dans ce domaine. Alors, ce travail-là me permet d'assurer une certaine base scientifique à, à tout ce que j'ai fait en tant que consultant, qui était beaucoup plus de l'intuition, un travail en psychosociologie, sans avoir les ressorts solides scientifiques qui pouvaient étayer ces approches. Alors, je reviens donc sur l'attention, c'est essentiellement le travail de Jean-Philippe Lachaud qui m'a permis d'avancer sur ce domaine. Alors, une question importante, c'est ce combat qu'il y a entre la formation ludique et l'apprentissage par l'effort. Combat, pourquoi? Bien parce qu'il y a les tenants de l'un, il y a les tenants de l'autre, et je crois qu'il faut rentrer dans une logique d'hybridation. Il y a à la fois besoin de ludique, et il y a aussi besoin d'effort. Et nous devons mettre en synergie ces deux dimensions.
Il y a un autre combat entre l'école traditionnelle, la suprématie du livre, le savoir disponible dans la tête du formateur et, d'autre part, l'école renversée, l'école inversée, la pratique immédiate, la réalité virtuelle en immersion complète, la simulation numérique, le savoir délocalisé. Encore là, tout ce que nous apporte le numérique, ne pas opposer mais associer et mettre en synergie. En cinquième point, je vais donc essayer de faire des mises en tension, des interactions entre ces dimensions que je viens de traverser. Un des points sur lequel j'aime bien attirer l'attention, c'est la technogénèse de Catherine Hale, cette idée que le numérique transforme notre cerveau. Et quand nous sommes fortement impliqués dans les activités numériques, nous ne regardons pas l'écran comme nous regardons un livre. Nous sommes, et personnellement, dans ma pratique que j'ai développée de Baliec, beaucoup plus dans un écrit-lu que je ne peux pas dissocier dans une lecture avec des prises de notes. En même temps que je construis, que j'écris, je lis. Et l'un et l'autre se nourrissent. Ensuite, il y a une deuxième question importante dans la délocalisation des compétences, c'est qu'est-ce que je délègue en gros à l'intelligence machinique, qu'on appelle l'intelligence artificielle, et qu'est-ce que je garde et comment ce que je délocalise me permet de libérer de l'espace pour développer d'autres compétences. Le dialogue qui existe actuellement, essentiellement dans le champ de la vision entre les neurosciences et l'intelligence artificielle, nous permet de bien découvrir ce qui progresse et qui est un tout petit espace par rapport à l'ensemble des fonctions du cerveau qui ne sont pas accessibles aujourd'hui à l'intelligence machinique. Donc, à la fois prendre distance, savoir prendre distance avec ce qu'on appelle l'homme augmenté et surtout bien réfléchir à ne pas tomber dans le cadre de l'homme diminué, car ce qui peut se passer pour notre cerveau est exactement la même chose que ce qui s'est passé pour de grands domaines de notre industrie. Nous avons délocalisé sans remplacer par autre chose. Et il y a bien entendu le troisième point, qui sont les interactions entre neurosciences, psychologie et sociologie dans les apprentissages. Donc, je vous ai donné quelques liens pour développer ceci. Ainsi se termine cette partie 2, qui est donc le point A.